Et si ce grand patron qu'on admire, ce génie de la finance, n'était en fait qu'un simple dindon de la farce du hasard? C'est l'idée un peu provocatrice qu'on explore aujourd'hui en s'inspirant du travail de Nassim Nicolas Taleb. On va voir ensemble pourquoi, que ce soit en affaires ou dans la vie de tous les jours, on a une fâcheuse tendance à confondre le talent pur avec un gros coup de bol. Cette phrase-là, elle dit tout. Taleb ne s'intéresse pas à la chance évidente, celle du loto, non. Il parle d'une chance bien plus sournoise, celle qui met un costume de compétence pour nous tromper. Le monde, selon lui, est rempli de ces dindons de la farce du hasard. Des gens qui, après avoir gagné à la grande loterie de la vie, viennent nous expliquer doctement leur stratégie infaillible. Du coup, la question se pose. Comment on fait le tri quand on voit une réussite spectaculaire? Est-ce qu'on a affaire à un pur génie, à un maître stratège ou juste au gagnant d'une énorme loterie? C'est vraiment la question qui est au cœur de toute cette réflexion. Et on va voir que démêler le vrai du faux, c'est un sacré casse-tête. Pour bien comprendre, imaginons deux carrières. D'un côté, le dentiste. Son succès, il est plutôt linéaire, prévisible. Chaque patient soigné, c'est une petite pierre ajoutée à l'édifice. De l'autre côté, on a le trader. Lui, il peut devenir millionnaire en une seule journée et tout perdre le lendemain. Le dentiste évolue dans un monde de savoir-faire. Le trader, lui, il danse avec le hasard. Le vrai problème, c'est quand le trader commence à se prendre pour un dentiste. Alors pourquoi c'est si dur de voir la vraie place du hasard? La première raison, c'est que notre vision de la réalité est complètement faussée. Et pour s'en rendre compte, Taleb nous propose une petite visite, un peu spéciale, dans ce qu'il appelle le cimetière caché. Ce cimetière, il est rempli de tous les échecs dont on n'entend jamais parler. On admire les entrepreneurs à succès, mais on oublie les milliers qui ont mis la clé sous la porte. On lit les biographies des gagnants, jamais celles des perdants. C'est ça, le biais du survivant. On ne voit que les réussites, les survivants, et ça nous donne l'impression que réussir est beaucoup plus simple que ça ne l'est en réalité. Pour vraiment sentir la puissance de ce biais, on va faire une petite expérience de pensée, tout droit sortie du livre. C'est une simulation toute bête, mais vous allez voir, ces conclusions sont assez redoutables. Allez, on imagine qu'on recrute 10 000 traders. Leur seule et unique stratégie, c'est pile ou face. Pile, le marché va monter. Face, il va baisser. Zéro compétence, juste du 100% hasard. Bon, après un an, la moitié a perdu. Logique. Il en reste 5000. L'année d'après, 2500. Et ainsi de suite. Au bout de 5 ans, il nous reste 313 traders qui ont eu raison chaque année, uniquement par chance. Et qu'est-ce qu'on va dire d'eux? Que ce sont des génies, des visionnaires. On va écrire des livres sur leurs incroyables stratégies. Et c'est là que le piège se referme. Les 9687 autres traders, ceux qui ont échoué, ils sont retournés dans l'anonymat. Ils ne vont pas passer à la télé pour expliquer leur échec. Ils sont dans le fameux cimetière caché. Et comme on ne les voit pas, le succès des 313 survivants nous semble être la preuve irréfutable de leur talent. Mais ce biais du survivant, ce n'est qu'une partie du problème. L'autre partie, c'est notre incapacité totale à gérer les événements très rares, ceux qui viennent tout chambouler. C'est le fameux problème du signe noir. L'analogie est juste géniale. Imaginez, pendant des millénaires en Europe, tous les signes observés étaient blancs. La phrase « tous les signes sont blancs » était une vérité absolue. Et puis un jour, un explorateur débarque en Australie et il en voit un noir. Un seul. Cette unique observation n'a pas juste été une exception. Non, elle a pulvérisé une certitude qui avait été bâtie sur d'innombrables preuves. Si on applique ça à la finance, ça donne quoi? Ça veut dire que gagner un petit taux d'argent tous les jours pendant 10 ans, ça ne sert à rien si on risque de tout perdre, et même plus, en une seule journée. Un seul signe noir peut effacer des années de petits gains. Ce qui compte, ce n'est pas la fréquence à laquelle on gagne, c'est l'ampleur de la plus grosse défaite possible. Regardez bien ce tableau, c'est l'anatomie parfaite d'une mauvaise stratégie. On propose un pari, 999 fois sur 1000, on gagne $1. Ça a l'air super, non? Sauf que, la seule fois qui reste, on perd 10 000 $. Si on fait le calcul, en moyenne, à chaque fois qu'on joue, on perd 9 $. Même si on gagne la quasi-totalité du temps, sur le long terme, c'est la ruine assurée. Voilà toute la différence entre la probabilité, c'est-à-dire la fréquence, et l'espérance, c'est-à-dire le résultat moyen sur le long terme. C'est exactement ce qui s'est passé en 2008. Des banques gagnaient un tout petit peu d'argent chaque jour avec des produits financiers très complexes, en ignorant le risque minuscule, mais bien réel, d'une perte catastrophique. Le signe noir est arrivé et tout le château de cartes s'est effondré. C'est vraiment le message clé à retenir de cette partie. Dans un monde où les signes noirs existent, se concentrer sur les petits gains fréquents en fermant les yeux sur le risque d'une perte rare mais dévastatrice, c'est la recette parfaite pour le désastre. Bon, alors, si tout est si aléatoire, à quoi bon faire des efforts?
Est-ce qu'il faut tout laisser tomber? Pas du tout. Taleb nous propose en fait de changer complètement notre manière de voir les choses en allant chercher l'inspiration du côté des sages de l'Antiquité, les stoïciens. Ça, c'est un renversement complet de nos valeurs modernes. Pensez à des personnages comme Hector dans l'Iliade. On l'admire non pas parce qu'il gagne à la fin, d'ailleurs il perd, mais pour son courage, son panache face à un destin qui le dépasse. Sa grandeur, elle n'est pas dans le résultat, elle est dans son comportement. C'est vraiment le cœur de la philosophie stoïque. Puisque les résultats finaux échappent en grande partie à notre contrôle, c'est complètement insensé de baser notre valeur ou notre estime de soi dessus. La seule chose qui nous appartient vraiment, ce sont nos actions, nos décisions, la manière dont on fait les choses, notre processus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'il faudrait juger un investisseur sur la qualité de sa réflexion, pas sur un coup de chance. Juger un scientifique sur la rigueur de sa méthode et non sur le fait qu'il ait trouvé ou pas ce qu'il cherchait. C'est développer une sorte d'élégante indifférence aux résultats, qu'ils soient bons ou mauvais, parce qu'on sait qu'ils ne dépendent pas entièrement de nous. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. Accepter que le hasard joue un rôle immense, ce n'est pas une invitation à ne rien faire. Au contraire, c'est une libération. Ça nous force à nous demander ce qui compte vraiment, au-delà du score final. Si la victoire et la défaite sont en grande partie distribuées au hasard, alors la seule vraie mesure de notre valeur réside dans la manière dont on joue la partie.